Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Horde Sauvage. Ici Quentin pour un nouvel épisode de la Critique Sauvage. Je suis tout seul, comme la semaine dernière sur les rayons et les ombres. Cette fois-ci, je suis de nouveau tout seul. J'imagine que ceux qui ont pu écouter l'épisode de la semaine dernière ont dû deviner le sujet. Et puis là, vous avez la miniature ou même le nom sur le podcast ou la vidéo. Bref, aujourd'hui, on va parler du projet Dernière Chance, film de Lord et Miller, sorti il y a maintenant quelques petites semaines. Je sais bien que vous pensez que je suis la bonne personne pour cette mission. Je me rends compte de l'enjeu. Objet en approche. Si on ne fait rien, tout disparaîtra sur Terre, y compris nous. Alors, le film raconte l'histoire de Ryland Grace, qu'on appellera tout le long du film Grace, voilà, donc c'est Grace, professeur de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial. Ça c'est le tout début du film. Il est à des années-lumière de la Terre, il a aucun souvenir de son identité, ni des raisons de sa présence à bord, et puis surtout, comme j'ai dit un peu plus tôt, il est tout seul. Après, peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l'enjeu de sa mission. Il est en train de faire un grand voyage pour aller résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil, car il s'avère que ces recherches qu'il avait fait quand il est plus jeune ont aidé à découvrir beaucoup des informations liées à ces enjeux-là et donc il se retrouve à être mêlé à toute cette histoire. Alors bon, le film a d'extrêmement bonnes critiques de manière générale. Alors il est déjà très bien placé sur des sites comme Letterboxd ou Allociné. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le film est super. Alors mon ton laisse entrevoir quelque chose de plus nuancé. Alors oui et non, le film est vraiment excellent. J'ai passé un très très bon moment. Il y a globalement vraiment que des choses positives à dire dans la globalité. Je suis pas certain que l'engouement qu'il peut y avoir autour du film, parce que on voit un encensement assez important, surtout sur les sites de notation. Ça, je suis plus mitigé dessus, mais ça n'empêche que le film est très bon. C'est juste que quand je le vois qui est dans les top 100 des films les mieux notés de l'histoire du cinéma, je pense qu'il faut doser un petit peu, mais c'est vraiment parce que on a ce genre de point de vue là qui se démarque. Ça n'enlève rien au fait que le film est vraiment super, vraiment. Alors je sais pas trop par où commencer. On pourrait déjà commencer par rôle principal, Ryan Gosling. Ça fait plaisir de le voir dans un rôle comme ça, même si c'est pas le plus original dans lequel on peut le voir, mais il s'en sort très très bien. Vraiment, il va parfaitement avec le rôle principal. Pour ceux qui connaissent le sketch du SNL où il se lance dans une espèce de guerre contre le logo de Avatar qui est en papyrus et ça le rend fou. Je vous invite à voir ce sketch qui est vraiment hilarant. Il est en deux parties parce qu'il y a eu un Avatar 2 donc c'est en deux parties, c'est vraiment hilarant. Et si j'en parle, c'est parce que ça m'a rappelé un peu ce genre de rôle là. On est dans quelque chose de comique mais pas que. Il arrive à proposer c'est quand même beaucoup plus profond que le sketch, bien sûr, mais je sais pas, j'associe un peu à ce genre de rôle là, voilà. Même si moi de base Ryan Gosling c'est un gars que j'aime beaucoup et je suis assez friand de son virage, on va dire, depuis une dizaine d'années dans sa carrière. Parce qu'on l'a vu exploser avec des films comme Drive dans les années 2010 et c'était souvent des rôles assez sobres. Je l'aime beaucoup dans ces rôles-là, entre autres Drive, Only God Forgives, chez Refn, ou alors plus tard chez Villeneuve pour Blade Runner, où il a encore un rôle très monolithique, ou même chez Chazelle, qui, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi est un dieu vivant. Dans l'un de ses meilleurs films, mais tous ses films sont excellents, vous voyez tous les films de Chazelle. Il joue dans First Man, où il joue ni plus ni moins que Neil Armstrong, et on est encore sur un rôle assez monolithique et très réussi. Mais on a vu aussi sa présence dans des films comme Nice Guys, comme même La La Land, dans La La Land il a de Chazelle également. On a aussi un rôle beaucoup plus jovial, on va dire, entre autres, voilà. Et donc on est sur un peu cette mouvance là. Bon, il y a aussi Barbie en 2023 qui a totalement rebattu les cartes
de sa filmographie, hein, on est vraiment sur un rôle qui a rien à voir, et on sent que c'est un peu la descendance de tous ces rôles-là, un peu tout comme le film finalement est un peu la descendance de plein de références ingurgitées, ça on y reviendra, voilà. Mais pour le casting, le casting est assez limité hein, finalement, mais on a Sandra Hüller, et ça fait plaisir. Sandra Hüller dans un film pareil, c'est fou. De ce que j'ai entendu, le choix de la prendre a été fait après le succès d'Anatomie d'une chute. Tant mieux, super, vraiment excellente nouvelle. Puis ça je l'ai dit au début, mais merde, c'est un film de Lord et Miller. Lord et Miller, les messieurs qui ont fait les excellentes comédies 21 et 22 Jump Street, qui ont fait le génial Lego. Un film assez fascinant tant le concept paraissait complètement pété et on avait accepté plusieurs films Transformers, mais on s'est dit c'est du gros bourrinage, les explosions et tout, il y a Michael Bay, on est content, mais un film Lego, qu'est-ce que tu veux raconter avec Lego? Voyez Lego, c'est génial, ça fait chialer, c'est incroyable, merci Lord et Miller, c'est vraiment deux excellents auteurs. Et depuis on les avait vus, alors surtout sur la production ou de l'écriture, entre autres sur le Spider-Verse, hein, où ils sont la production et l'écriture. Et puis il y avait ce projet avec les MGM, un projet qui avait commencé à être prévu avant le rachat par Amazon, donc Amazon s'est retrouvé avec ce gros bousin entre les mains alors que le projet avait déjà beaucoup avancé, donc ils se sont dit tant pis, perdu pour perdu, on va pas balancer cet argent dans le vide, donc on va continuer le projet, on va les laisser faire leur truc et puis on verra bien ce que ça donnera. Le film est un succès mondial, hein, clairement, on vient de dépasser les 300 millions il y a quelques jours et pour l'instant c'est le film le plus rentable de l'histoire d'Amazon MGM, hein, donc le rachat s'est fait en 2022 ou 2023, je ne sais plus, mais donc pour l'instant excellente surprise, hein, surtout pour un film qui ne vient pas d'une licence, qui n'est tiré d'aucun univers, ça fait plaisir, le défi était de taille pour MGM et c'est cool de l'avoir relevé, de se dire vas-y on va aller jusqu'au bout, et puis surtout ça laisse la place à des cinéastes vraiment passionnants pour s'exprimer, et en l'occurrence c'est vraiment réussi. Je vais en parler maintenant, mais le film je l'ai vu en VF parce que c'est pas forcément un film que dont j'avais l'intention de voir en VO, je me suis pas dit que ce serait quelque chose qui m'apporterait une plus-value, c'est un peu ma politique, moi ça va dépendre des films, on va dire un film, la semaine dernière je vous ai parlé des Rayons et des Ombres, qui est un film français mais un film qui aurait le même genre de sujet étranger, je regarderais sans hésitation en VO. Mais là en l'occurrence c'est plutôt un film tout public, un film à popcorn on va dire, un grand film d'aventure, donc j'ai été voir en VF, et alors au début j'ai regretté un petit peu parce que la VF était correcte, mais je me suis dit que j'y perds peut-être un petit peu sur l'humour parce que le film est très drôle, mais pour ceux qui verront le film, dans la VF on a l'apparition au bout de 30-40 minutes de film, quelque chose comme ça, on a l'apparition d'un nouveau personnage dont la VF est interprétée par Emmanuel Curtil, et c'est un de mes doubleurs préférés, je dirais. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment un délice que de l'entendre, surtout dans ce rôle-là. Je vous laisse voir le film, et donc ça m'a fait totalement changer d'avis de ce côté-là. Vraiment, le film est certainement excellent en VO, voyez-le plutôt en VO si vous préférez regarder de la VO, mais si vous aimez bien la VF et que vous aimez bien sur ce genre de film-là en particulier, si vous êtes, on va dire, un peu multiversion, un peu comme moi, la VF est très bonne. Vous pouvez y aller sans problème, vraiment, ça fonctionne très bien. Sinon, je parlais de Lord et Miller, vraiment un plaisir parce que ce sont deux auteurs qui savent écrire, qui savent mettre en scène et qui sont surtout des auteurs très marrants, hein. Je parlais de 21, 22 Jump Street, Lego, vraiment c'est des films qui sont très drôles en plus d'être touchants. Alors 21 et 22 c'est plus des parodies, donc on a moins cette vibe un peu touchant, même s'il y en a un petit peu, mais c'est pas le but. Lego nous fait chialer. Lego, le film la grande aventure Lego, il nous fait chialer, il y arrive. Le film est drôle, le film est touchant. Et on est sur le même genre de vibe, vraiment. Je trouve même que c'est même assez flagrant, hein, dans les mimiques, dans les dialogues, dans la façon de mettre en scène le timing comique. On a vraiment quelque chose qui fait beaucoup penser à Lego, et ça arrive dès le début. Alors j'ai pensé à un moment que le film serait un peu lourdingue par rapport à ça. Au final il arrive à ne pas trop l'être, c'est plutôt réussi, mais voilà. Et puis il y a beaucoup de très bonnes idées de mise en scène, le film est souvent joli, voire même très joli, je trouve jamais tape à l'œil, pour être tape à l'œil. Alors le film a entendu parler du fait qu'il n'y a pas eu de fond vert, il y a eu que de la post-prod qui a été fait. On a beaucoup de plans vraiment magnifiques de l'espace, une très belle affiche aussi, qui est un peu à l'image justement des très belles scènes qu'on peut avoir dans l'espace.
Non, visuellement, de manière générale, le film est vraiment très plaisant. En plus, on a un personnage principal qui est passionné par la brume. Je sais pas pourquoi, ça leur a semblé important de raconter ça. Alors, c'est tiré d'un roman. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas cité ce petit détail-là. Le film est tiré d'un roman de Andy Weir, qui avait déjà écrit Seul sur Mars, par exemple. Donc, un peu un habitué du genre. Donc, c'est certainement quelque chose qui était présent dans le roman, hein, j'imagine. Et donc, ils ont gardé là. Et donc, voilà, moi qui suis un peu un peu fasciné par les univers un peu sombres, un peu brumeux. Là, en l'occurrence, le personnage principal qui trouve que les plus beaux paysages, ce sont des paysages brumeux. Voilà, je ne peux qu'aimer la volonté visuelle d'un film pareil. C'est assez évident. Et puis bah voilà, sinon bah le scénario, hein, du coup j'ai raconté un peu le plot du film, hein, donc il se retrouve tout seul, le personnage principal se retrouve tout seul dans un vaisseau à des millions d'années-lumière de la Terre après un voyage cryogénique. Et il arrive bientôt à destination et donc il doit résoudre une espèce de mystère scientifique qui voudrait lui permettre d'envoyer des informations vers la Terre pour sauver justement la Terre parce qu'elle est en train de se mourir à cause d'un problème avec le Soleil. Et donc le principe en lui-même est assez intéressant, mais c'est surtout un élément que je vais pas révéler parce que je sais que l'information passe déjà beaucoup, donc autant ne pas la révéler tout de suite et vous laisser découvrir le film. Juste sachez que le film ne va jamais être ennuyant, hein. Clairement, loin de là. Donc allez le voir pour le découvrir. Mais voilà, on a un scénario qui est franchement assez cool, hein, assez original. Et puis le traitement très libre fait du bien quand on a l'habitude du cinéma de science-fiction très lourd. Quand je dis très libre, hein, je parle du côté un peu humoristique qui s'apporte, la légèreté on va dire qui s'apporte autour du traitement du personnage, des personnages, de l'écriture de leurs dialogues. Voilà, mais c'est vrai que quand on a l'habitude du cinéma de science-fiction assez lourd, assez sérieux comme Interstellar, Ad Astra, Gravity, ou même de la science-fiction un peu plus pas terre à terre, mais qui se passe pas forcément dans l'espace, comme Blade Runner, que ce soit le premier ou le second, ou Arrival, des films comme ça, Premier Contact. Des films comme ça qui on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de ton un peu à la Lord des Miller, hein, clairement. Donc ça fait du bien, c'est un peu différent. C'est cool que ça fonctionne bien. Et puis je trouve que le film réussit tout ce qu'il veut entreprendre, cette espèce de ton qui se fait entre le sérieux et le léger fonctionne vraiment bien. Quand il veut l'être l'un, il fonctionne, quand il veut l'être l'autre, ça fonctionne. Et je trouve que c'est vraiment cool comme son existence. En fait, l'existence de ce film, c'est une espèce d'anomalie un peu dans ce genre de film là. Et puis comme je disais par rapport au projet en lui-même, quoi, que la Amazon s'est retrouvée à devoir reprendre ce projet commencé par la MGM et qui se sont dit vas-y on va le terminer quand même si c'est pas du tout la direction dans laquelle ils veulent aller en termes de projet. Espérons que le succès de ce film permette de rebattre un peu les cartes là-dessus, parce que ce serait super d'avoir d'autres films. Faites des one-shots, faites des films comme ça, même si c'est tiré de romans, on s'en fout, c'est très bien les films tirés de romans, on en fait depuis 120 piges, tout va bien, hein. Vraiment, mais faites des films, racontez des histoires, arrêtez de faire tout le temps des suites, des spin-offs et tout, c'est très bien, mais on en voit beaucoup, évidemment, je ne fais que ouvrir une porte qui est déjà grande ouverte, mais ça fait plaisir de le rappeler, et surtout de voir des succès comme ça dans un paysage cinématographique beaucoup gangréné par des gros succès de films, de suites et d'énièmes choses comme ça. Donc j'aime le fait que ce film marche, j'aime le fait que le film existe, j'aime beaucoup de choses dans ce film, hein, voilà quoi. Bon, après je tiens quand même à faire une petite nuance, mais qui est vraiment juste personnelle, ne le prenez pas mal pour ceux qui ont aimé le film, hein, clairement, mais je vous ai cité des films un peu avant, Ad Astra, Gravity, Arrival, Interstellar et tout. Bon, c'est vraiment personnel, mais en fait malheureusement je préfère tous les films que je viens de citer à Projet Dernière Chance. Alors pourquoi, je ne sais pas, hein. C'est peut-être parce que j'ai perdu un peu mon âme d'enfant, mais je trouve cette histoire moins puissante, parce que y a un petit côté où j'y crois un peu moins, je me laisse plus embarquer dans une histoire un peu d'aventure, un peu comme un peu à la Amblin ou des choses comme ça. Alors pas forcément que ce soit moins bien, c'est différent, c'est une magie qui est différente, mais les persos sont très loufoques, et même s'il y a peut-être un côté un peu plus humain dans leur façon d'interagir ou d'avoir des maladresses, des choses comme ça, ou dans leur rapport au dialogue, mais c'est peut-être dans leur parler aussi qu'ils ont un côté plus humain. Mais je trouve que c'est assez curieux, mais au final je trouve que le film est un peu moins concret que sur des persos qu'on a plus l'habitude de voir dans des films plus sérieux, et donc je trouve que le ton un peu léger du film lui donne un aspect moins ambitieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être pas très clair, mais dans ma tête ça l'est. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que le côté un peu léger du film lui donne un côté moins lourd, et donc moins
ambitieux en termes de sérieux, en termes de voilà, c'est Interstellar, c'est un film qui ne fait quasiment jamais rire et c'est un film qui c'est un grand film. Mais quand je dis grand film, c'est qu'il se veut grand, il se veut imposant. C'est un film qui raconte un grand truc, grande histoire, et il y a une grande musique, des grands acteurs, de la grande chialade, voilà. Et c'est pas que c'est un meilleur cinéma, hein, c'est différent comme cinéma. Il y a des gens qui vont préférer l'un, l'autre qui vont préférer l'autre, certains vont trouver l'un con, l'autre trop machin, bref, chacun son truc. Moi j'aime bien les deux films, simplement je préfère ce genre de récit, les récits un peu lourds et un peu puissants. Je trouve que le côté un peu léger, les blagues qui sont très souvent là, donne un peu moins de corps. Après, comme je disais, l'existence d'un film comme ça est vraiment à relever. C'est vraiment une réussite en soi, et si les gens préfèrent ça à d'autres films comme Interstellar, comme je disais par exemple un peu avant, c'est très bien. Dans tous les cas, les deux films sont excellents, c'est deux films très différents, juste ils existent, c'est super, et en l'occurrence, un film sorti cette année qui a cette gueule-là, bah j'en veux tout le temps, hein. Faites ça, hein. Voilà, c'est juste, il faut de la variété dans le cinéma, et ça apporte une variété intéressante, une variété profondément différente que ce qu'on a un peu l'habitude de voir, donc ça fait vraiment du bien. Allez voir Projet Dernière Chance, ça va rester quelque temps en salle, et puis bah si vous voyez après, voyez-le après, ou vous voyez des films dans tous les cas, moi peu m'importe, tant que vous voyez des films, je suis content. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de route pour ceux qui m'écoutent sur la route, une bonne fin de tout ce que vous voulez, peu importe. Portez-vous bien, faites attention à vous, et je vous dis à la prochaine sur la Horde Sauvage. Allez, salut à tous.